Récemment, j'ai recommencé à jouer à Minecraft. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu sans fin, un monde entièrement fait de cubes, habité de créatures presque aussi anguleuses que les blocs qu'elles foulent. Ça a peut-être l'air un peu laid et un peu idiot aux yeux des néophytes, mais c'est mon jeu préféré, notamment parce qu'il me donne la possibilité d'y faire ce que bon me semble. Et après des années sans y avoir touché, c'est ce que j'ai recommencé à faire, il y a quelques jours. Ce que bon me semble. Et puis, en me baladant, j'ai rencontré un chien, enfin un loup. Je m'en suis lentement approché, et dans Minecraft, vous pouvez apprivoiser ces loups avec des os. Et moi, des os, j'en avais récupéré plus tôt sur les cadavres des squelettes qui m'avaient attaqué. En donnant un os à un loup, vous avez une chance sur 3 que le loup soit apprivoisé. Si vous ratez, c'est pas très grave, vous pouvez réessayer. Moi, j'ai pas raté. C'est passé dès le premier os. Voilà, un petit coup de foudre, on pourrait dire. Je vous présente Pépère. Et depuis que j'ai rencontré Pépère, Pépère me suit partout. Bon, parfois c'est moi qui le suis, mais la plupart du temps, Pépère me suit partout. Quand je me balade, il se balade avec moi. Quand je traverse une rivière à la nage, il traverse la rivière avec moi. Extraordinairement lentement. Waouh. Waouh. Oui, donc là, t'as juste arrêté d'avancer en fait. Mais n'aboie pas. C'est à moi d'aboyer carrément. Quand je saute par-dessus un gouffre, il se téléporte vers moi. Quand je m'aventure dans des boyaux souterrains, quand je me bats contre des monstres, quand je chasse pour de la viande, quand je... Bon, la pause. J'ai perdu le chien. Voilà, j'ai perdu Pépère. Et à ce moment-là, je vous le dis sincèrement, je panique. Où est Pépère ? Bon, en fait, il était juste là. Quand on regarde de l'extérieur, ça paraît un peu idiot, mais franchement, de mon point de vue, c'était pas évident. Bon, je disais, quoi que je fasse, Pépère est là. Il me suit, extraordinairement fidèle et vaguement attachant. Ouais, attachant quand même. Ok, waouh, franchement attachant en fait. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que quand j'ai cru qu'il était mort noyé, mon cœur s'est sincèrement légèrement pincé ? Comment est-il possible que je m'attache à une créature virtuelle dont je comprends parfaitement la nature virtuelle ? Comment est-il possible que je m'attache à des pixels ? Je vais vous expliquer ce que j'ai trouvé depuis et ce que je pense comprendre de la situation. Et à la fin de cette vidéo, pour savoir si la compréhension de la nature de votre attachement change quoi que ce soit à votre attachement, je vous proposerai de voter. Soit pour garder Pépère en vie, soit pour le mettre à mort. Alors écoutez bien. Et lisez bien, si vous le souhaitez, en passant par la description de cette vidéo, les sources que j'ai utilisées pour réfléchir au sort de ce chien. Des sources proprement répertoriées sur un site que nous avons créé nous-mêmes grâce à l'inévitable partenaire de cette vidéo et de 75% des vidéos de cette chaîne, Odoo. Sur Odoo, vous trouverez tout le nécessaire et plus pour gérer votre activité. Création de site web, compta, inventaire, ressources humaines parmi beaucoup d'autres, comme notamment la facturation. Et à ce propos, la facture électronique devient obligatoire en France dès septembre 2026 et doit passer par une plateforme agréée par l'État. Odoo en est une, voilà comment ça fonctionne. Vous choisissez un client, vous ajoutez vos produits ou vos services, vous fixez les quantités et l'échéance et vous envoyez la facture. Le tout depuis la même fenêtre, mail et notes compris. Vos clients payent via un portail sécurisé, par carte, Stripe ou PayPal. Vous connectez votre banque pour automatiser le suivi et voir en un coup d'œil ce qui rentre et ce qui traîne. C'est pratique et je le répète, la facturation n'est qu'une application sur plus de 45, toutes reliées. La première de ces applications est gratuite à vie, hébergement et support illimité compris. Vous avez accès à tout le reste à partir de 19,90€ par mois, et vous trouverez un lien pour l'essayer en description. T'as bien suivi, Pépère ? Là, on risque de commencer à rencontrer du monde, et il faut préparer notre arrivée dans le Nether, la zone infernale de Minecraft, dans laquelle on décidera de ta mort. Ou non. Enfin, pour ça, il va falloir s'équiper un peu. Ok, pendant que je mine de quoi me fabriquer une armure, parce que j'ai pas l'air bien fin avec mon unique pantalon jaune, je vous laisse avec Pépère regarder cette petite vidéo, et bon, vous me direz ce que vous voyez.
Alors, vous voyez quoi? Je vous donne des infos. En 1944, deux chercheurs, Fritz Heider et Marianne Simmel, montrent à des volontaires ce petit film d'animation. Des figures géométriques sur un fond clair. Quand on demande aux volontaires de décrire ce qu'ils ont vu, presque aucun ne parle juste de forme. Ils racontent une scène, qui est peut-être celle que vous avez vue aussi. Le grand triangle persécute le petit triangle, le rond essaye de le protéger, les deux finissent par s'échapper ensemble pendant que le grand, furieux d'avoir été berné, démolit la maison. Des chercheurs reproduiront ce résultat de nombreuses fois, et le réflexe lui-même, voir de la vie dans de simples formes qui bougent, se retrouve d'une culture à une autre. On ne peut pas s'en empêcher en fait, 3 formes suffisent à déclencher tout un drame de jalousie et de fuite. C'est super bizarre, non? Pourquoi est-ce que l'œil refuse de simplement voir des formes qui se déplacent? Des chercheurs ont fini par isoler des déclics en bricolant quantité de petites animations pour repérer lesquelles réveillaient l'impression de vie. En voici 3. 1. L'autopropulsion. Une bille qui roule parce qu'on l'a poussée reste un objet, mais une bille qui démarre, s'arrête ou bifurque sans que rien ne la touche, notre cerveau la traite aussitôt comme mue par une force intérieure, donc par une volonté. Un point, seul à l'écran, suffit à paraître vivant du moment qu'il change de vitesse ou de direction de lui-même. 2. La réaction à la distance. Quand une forme recule au moment précis où une autre s'approche, on ne voit plus deux trajectoires, on voit une poursuite. 3. L'orientation vers un but. Une forme qui contourne un obstacle ou qui file vers une cible par le chemin le plus court a l'air de viser quelque chose. On sait que c'est une forme, et on la voit vouloir quand même. C'est tout le secret de ce film de 1944. Le grand triangle charge, le petit détale juste avant le contact, et le lien de cause à effet se peint tout seul dans notre tête. Les psychologues qui ont catalogué ces indices décrivent cette bascule comme automatique et surtout irrépressible. Elle se déclenche au niveau de la perception, sans nous demander notre avis, comme si on était obligé de voir une volonté, une intention dans quelque chose qui n'en a pas. Et il y a une raison à ce que notre cerveau soit réglé aussi facilement sur ce truc qui bouge veut quelque chose. Ça fait un bout de temps que notre espèce vit en groupe, et il a toujours été crucial de comprendre les intentions de l'individu ou de l'animal qui s'avance vers nous. Comprendre qu'il nous veut peut-être du mal, et qu'il est peut-être temps de fuir ou de se préparer à la confrontation. Quand nos ancêtres qui marchaient voyaient une ombre furtive qui avait l'air de se rapprocher, ils pouvaient se tromper de 2 manières différentes. Manière numéro 1, croire à un prédateur alors que ce n'était qu'une ombre. Résultat, on sursaute pour rien, on a perdu 3 secondes. Manière numéro 2, croire à une ombre alors que c'était un prédateur en chasse. Résultat, on est mort. Les 2 erreurs n'ont pas le même prix, vous voyez. C'est pour ça que l'évolution a peut-être réglé le curseur très bas. Mieux vaut voir 100 intentions imaginaires que d'en rater une seule qui voulait nous dévorer. Et bien c'est exactement ce qui m'arrive avec Pépère. Je sais qu'à l'intérieur il n'y a qu'une instruction, suivre le joueur. Mais quand il contourne un obstacle pour me retrouver et qu'il revient toujours, son calcul de trajectoire, moi je l'oublie complètement. Et je ne peux pas m'empêcher à la place de voir une présence qui a décidé de rester près de moi. Ouais bah voilà, j'ai mon armure, maintenant il faut que j'en fabrique une pour Pépère, pour qu'il survive au Nether. Pour ça, il faut sortir de notre cave et trouver une savane. Ouais mais attendez. Regardez ce robot aspirateur. Bon moi j'en ai pas un, je l'ai volé sur YouTube. Il avance, il recule, il évite les obstacles. Sur le mouvement seul, il coche toutes les cases du chapitre d'avant, autant que Pépère. Et pourtant, contrairement à Pépère, si je possédais ce robot aspirateur, le jour où il me lâcherait, je le mettrais au placard sans le moindre pincement. Bon, un petit pincement, parce que je m'attache à tout, mais son mouvement ne me fait pas vraiment m'attacher à lui, vous voyez. Il manque quelque chose pour passer de « ça bouge » à « j'y tiens ». Pendant que je suis occupé à venger / protéger mon chien en exterminant ceux qui essayent de lui faire du mal, je me permets de vous parler de 3 autres chercheurs qui ont montré à des milliers de gens en ligne des photos d'une série de personnages très différents. Un bébé, une grenouille, un robot, un homme dans un état végétatif, un mort, même Dieu, en leur demandant à chaque fois lequel est le plus capable d'avoir faim, de souffrir, de se contrôler, d'être puni. Et de ce grand tri ressort que pour juger un esprit, on distingue 2 choses. D'un côté, ce que l'être est capable de faire, agir, décider, se contrôler. De l'autre, ce que l'être est capable de vivre. La faim, la peur, le plaisir, la douleur. Et ce qui nous pousse, nous, au soin, ne suit pas le capable de faire, mais bien plutôt le capable de vivre. On demande des comptes à ceux qui peuvent agir, mais on protège les êtres qui peuvent souffrir.
C'est pour ça qu'un robot efficace peut nous laisser froid. Il agit mais on ne le croit pas capable de souffrir. Tandis qu'un bébé qui ne décide de rien mais qui est tout particulièrement capable de souffrir nous bouleverse. Et ça se comprend, dès qu'on regarde à quoi sert le soin qu'on porte à quelque chose. C'est un dispositif qui nous pousse à nous en occuper, à le nourrir, à veiller sur lui. Or, on ne prend soin que de ce qui peut en avoir besoin. Et ressentir, c'est précisément pouvoir aller mal, avoir faim, avoir peur, donc pouvoir réclamer qu'on s'occupe de soi. Voilà le lien. Ce qui semble capable de souffrir semble capable d'avoir besoin de nous, et c'est ce besoin supposé qui appelle le soin. Mon chien, lui, a passé la ligne, je crois. Quand il prend un coup, voilà ce qui se produit techniquement. Le jeu joue un fichier son, une variable de points descend, et c'est tout, mais c'est pas ce que je vis moi. Moi j'entends une plainte, je vois une bête qui souffre et je cours la soigner. La douleur que je crois lire, il ne la ressent pas, parce qu'il n'y a personne à l'intérieur pour avoir mal, et c'est bien moi qui viens de la déposer en lui. Je lui ai prêté un ressenti, et c'est ce ressenti imaginaire, pas le sien, qui déclenche mon inquiétude. Non mais là dit comme ça paraît évident, mais voilà pour ça. Et voilà pour la belle armure de Pépère. Il est mignon, hein? Hein? Bah dites-le. Oui, mon chien est super mignon, au cas où vous doutiez de la réponse, et je vais vous expliquer pourquoi c'est intéressant, et voilà comment on va faire les choses. Tout ce que j'avais initialement préparé était beaucoup trop long et terriblement ennuyeux, voilà donc 4 chapitres condensés en un, durant lesquels on visitera 4 zones différentes, et dans lesquelles on s'équipera suffisamment pour préparer notre inquiétant passage dans le Nether, où vous déciderez du sort de Pépère. Donc, 4 zones de préparation, durant lesquelles je vous présenterai 4 leviers hors de portée qui font que je m'attache malgré moi. Musique. Première zone, la plaine et son village, dans laquelle on récupère un gros stock de nourriture, un arc, des flèches, et où on y fabrique quelques potions qui nous serviront plus tard. Et premier levier, donc, oui, Pépère est super mignon, et c'est important, on se rapproche vaguement du gabarit du bébé. Grosse tête, gros yeux, ce que Lorenz a nommé le schéma bébé en 1943. Ça déclenche un élan de soin que j'ai pas choisi, et c'est mesurable. Quand on pousse les proportions vers le bébé, le visage paraît plus mignon, et l'envie de s'en occuper grimpe. C'est aussi pour ça qu'on a moins envie de sauver une araignée plutôt qu'un chiot. À mon bébé. Deuxième zone, la forêt, dans laquelle on récupère du bois et surtout des pommes qui nous serviront plus tard. Et deuxième levier, ce réflexe se joue du dehors. L'huîtrier pond de petits œufs tachetés. Quand on glisse près de son nid un faux œuf bien plus gros et plus moucheté que nature, il délaisse les vrais pour aller couver le leur. Plus le signal est exagéré, plus il l'attire, jusqu'à lui faire préférer un œuf qu'il n'aurait jamais pu pondre. C'est que son instinct suit une règle simple. Plus c'est gros et tacheté, mieux c'est, et le leurre pousse cette règle au-delà de tout ce que la nature fabrique. Tinbergen appelle ça un stimulus supranormal. La copie outrée bat l'original. Et nous on peut trouver ces huîtriers un peu neuneux, mais c'est la même chose pour nous, on y tombe tout pareil. Le gras et le sucre des plats industriels sont nos œufs géants à nous. Et ce géant n'existe pas tout seul dans la nature, il faut une main pour le mouler. Et cette main ne moule pas que des objets, parfois elle sculpte du vivant. On a sélectionné le carlin pour une face de plus en plus plate, plus que la nature ne l'aurait jamais faite, au point qu'il respire mal. Mon chien c'est un peu pareil. Vaguement. Cette tête, ces jappements. Troisième zone, les Badlands, dans lesquels on va récupérer de l'or qui, notamment combiné à nos pommes, nous permettra de fabriquer des pommes dorées qui nous permettront de survivre plus longtemps. Et évidemment, à la seconde où je détourne le regard pour éliminer Pépère, saute dans le vide pour aller se battre. Regardez la hauteur du saut, s'il vous plaît. Pour en plus ne même pas attaquer ce zombie, hein. Cette créature me demande des efforts conséquents, et c'est mon troisième levier. Plus j'y mets du mien, plus j'y tiens. Ce qu'on assemble soi-même, on le surévalue. L'objet devient une preuve de notre compétence, à condition d'aller au bout. Plus la chose me coûte, plus je m'y accroche, ne serait-ce que pour ne pas m'avouer que j'ai payé pour rien. Et dans un jeu, ce qui me fait passer du spectateur à celui qui tient vraiment à la bête, c'est notamment d'en être responsable. Et ces leviers donc ne se déclenchent qu'à une condition, aller au bout de l'effort. Un meuble, on va au bout en finissant de le monter. Un chien, on va au bout en le gardant en vie. Le laisser mourir, ce serait abandonner le montage en cours de route, et perdre tout ce que j'y ai mis. Voilà la règle, une seule, pour tenir à ce chien, il faut le garder vivant. Et mon Dieu, que c'est pas évident. C'est un aimant à danger ce machin. Quatrième et dernière zone, la grotte profonde, dans laquelle on récupère notamment des diamants qui nous permettront la fabrication d'outils, d'armes et d'armures de grande qualité. Bon, on s'est surtout battu pendant 15 minutes, mais on y a trouvé notre bonheur. À terme. Et quatrième et dernier levier, les chercheurs qui étudient l'attachement, celui que vous connaissez, celui du petit à sa mère, le reconnaissent à 4 fonctions. 1. Rester près de l'autre. 2. Le rejoindre quand ça va mal.
3. S'en servir de base pour explorer. 4. Souffrir de son absence, et ça commence à faire beaucoup d'infos à un rythme beaucoup trop élevé, vivement que le segment s'arrête. Mais voilà, 4 fonctions, et mon chien Pépère remplit les 4. Et c'est d'ailleurs pas un hasard que ce soit un chien même virtuel auquel je m'attache. Quand un chien et son maître se regardent, des deux côtés monte l'ocytocine, la même hormone que le lien mère-enfant, et on en rajoute donc une couche. C'était peut-être un peu beaucoup là, mais je vous assure que les chapitres étaient soporifiques. Si vous saviez ce que je vous avais épargné, vous me remercieriez. Chaleureusement, vous le feriez. En vous abonnant par exemple. Mais enfin voilà, 4 des leviers qui s'activent. On sait maintenant comment et pourquoi je m'attache à ces pixels. À peu près. Non mais en fait le sujet est tellement vaste, j'ai l'impression de vous avoir rien dit, mais l'objectif à la base c'était vraiment de faire une vidéo bonus. Bon déjà parce que ça coûte moins cher et qu'il faut que j'arrête de dilapider l'argent de la boîte pour tout vous dire, mais aussi parce que je voulais faire quelque chose de facile à fabriquer. Donc on va arrêter d'énumérer des études et on va revenir vers l'essentiel. Pourquoi est-ce que moi, Corentin, je m'attache à ce chien maintenant ? Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? On n'a pas tous au même moment le même besoin de prêter une âme à un assemblage de pixels. Mais en fait, je me suis rendu compte de quelque chose. Je m'attache à ce chien pile au moment où je m'éloigne des gens. Je suis en froid avec personne, mais quand je travaille, je préfère m'isoler, et ces derniers temps, je travaille beaucoup. Et c'est pas nécessairement désagréable d'être seul, hein. C'est même parfois tout l'inverse, surtout pour moi, mais c'est pas la question. Ces derniers temps, donc, je travaille beaucoup, et donc je suis seul, et je m'attache dans le même temps à ce chien, et on comprend en fait vite qu'il y a rien d'étrange là-dedans. Quand on est entouré, on n'a pas besoin de prêter une âme à grand-chose. Les âmes sont là, tout autour de nous. C'est quand les âmes manquent que le regard change. On se met à avoir des intentions partout, dans les objets, dans les bêtes, dans à peu près tout ce qui bouge. Parce qu'un besoin de lien, ça ne se met pas en pause, faute d'interlocuteur. Ça cherche une sortie, n'importe laquelle. Ce qui est là, qui répond toujours présent, qui ne s'absente jamais, hein ? Ben lui, il s'absente jamais. Et je crois que ça fonctionne pour de vrai, qu'il occupe une vraie place, celle qu'un humain prendrait si je le laissais être là. Ouais ben voilà. On a tout. Je tiens à un chien qui n'est personne, et je sais exactement par quel levier, sa forme, la main qui les pousse, l'effort que j'y mets, le manque que je comble. Je sais tout ça, et je l'aime quand même, et les deux tiennent ensemble sans me déranger le moins du monde. On va finalement pouvoir passer dans le Nether, un endroit approprié pour vous laisser réfléchir et voter la mort de Pépère. Bon. Il nous faut un endroit impressionnant. Pépère mérite bien ça quand même. Reste à le trouver, en espérant que j'arrive à garder ce chien en vie avant de vous proposer de le tuer. Et je vous assure que garder ce chien en vie dans cet endroit est l'une des choses les plus dures que j'ai jamais tenté de faire de ma vie. Voilà, un chien visiblement profondément attiré par l'idée de mourir, dans un lieu extraordinairement généreux et créatif lorsqu'il s'agit de proposer des manières de mourir. Un mariage d'enfer, si vous me permettez. Y a plus qu'à. C'est quand même rigolo la facilité avec laquelle je tue ces créatures quand même. Pourtant elles ne sont pas plus ou moins virtuelles et vides que mon chien. Beaucoup d'entre elles m'attaquent, c'est la zone qui veut ça, on est en enfer après tout, mais certaines sont passives et je les abats malgré tout sans broncher. Au mieux je passe mon chemin comme si elles n'existaient pas. Et la raison a l'air simple, si Pépère me serre le cœur et pas elle, c'est parce que lui a la bonne forme, parce que lui appuie sur les bons boutons et qu'elle, non. Et si mon attachement tient à si peu, alors il faut que je regarde de près cette chose que j'appelle aimer. Parce qu'elle paraît ressembler de moins en moins à un sentiment et de plus en plus à une machine. Alors voyons. Première chose que fait mon bel amour, avant même que je croie l'éprouver, il choisit. Il a déjà trié le monde en deux tas quand je m'imagine encore libre de mon cœur. L'ocytocine, la molécule du lien, semble aussi être celle qui nous fait pencher vers les nôtres. Et vous allez me dire que c'est bien, Corentin, de se pencher vers les nôtres, et c'est vrai. Mais qu'en est-il de se pencher avant tout vers les nôtres? Ce que j'appelle tendresse semble avoir la forme d'un cercle étroit. Au centre, brûlant ceux pour qui je me damnerais sans réfléchir. Autour, les gens que j'aime. Plus loin, des connaissances. Plus loin encore, des silhouettes croisées, des noms sur des écrans. Et passé cette dernière frange, le reste de l'humanité. Des milliards de vies pleines, chacune aussi vaste que la mienne, qui n'entrent pas dans le cercle et n'y entreront jamais. À l'imagerie cérébrale, le cerveau réagit souvent un peu moins fort à la douleur d'un visage d'une autre origine que la sienne.
Assez inconfortable, hein? On n'aime pas regarder ce genre de vérité en face, mais c'est comme ça. Et c'est pas le défaut d'un seul groupe, hein. Dans les études, chaque groupe réagit un peu moins à la douleur de l'autre. Un réglage qui trie sans nous demander notre avis. Vraiment, je trouve ça peut-être encore plus froid que la haine, ce dehors de mon cercle. On peut haïr ce qu'on voit encore, se battre contre ce qu'on regarde en face, mais ce que mon cœur ne voit pas, il ne prend même pas la peine de le combattre. Il peut se contenter de l'ignorer. C'est super froid. Et me voilà dans cet enfer rouge à éteindre tout ce qui l'habite. Des choses s'effondrent sous mon geste sans me faire lever un sourcil, parce qu'elles sont trop loin de ce qui appuierait sur mes boutons, et dans le même temps, la même main qui les balaie se penche vers mon pépère, une autre créature virtuelle extraordinairement vide, à laquelle je ne peux pas m'empêcher de m'attacher. Mon amour semble moins se pencher sur la douleur du monde que sur ce qui est fait pour l'attendrir. Ah, elle est belle mon empathie, qui ne se contente pas d'être malvoyante, mais qui en plus a du mal à compter. Combien de ces choses est-ce que j'ai éteintes depuis ce portail? Aucune idée. La première a peut-être pesé un quart de seconde, la centième est un réflexe du poignet. C'est le branchement de tout le monde, le vôtre compris. Un être qui souffre devant moi avec un nom et des yeux peut m'effondrer, mais le même malheur multiplié par 1000 me glisse dessus sans une aspérité où l'émotion pourrait mordre. Ma compassion a un plafond honteusement bas, et par-dessus passent les nombres et les foules, des continents de douleur qui ne projettent sur moi pas la moindre ombre. Je peux verser une larme sur une bête et enjamber un charnier dans la même minute. Ah, elle est belle mon empathie, cette chose molle et partiale qu'on voudrait au moins inoffensive. On imagine la tendresse incapable par nature de faire couler le sang, mais on en est loin. À l'échelle des groupes se penchant pour les nôtres, un versant plus sombre. Il nous fait faire bloc devant un groupe rival et lever les armes, ce qu'on appelle l'altruisme paroissial. Il y a des indices que le site aussi nourrit cette réponse. Plus de confiance au dedans du cercle, plus d'agression défensive à ses bords. Et défensive, ça peut aussi vouloir dire frapper le premier. Les pires choses qu'on s'inflige ne sont pas nécessairement faites par haine, mais parfois bien par amour. Celui des siens, à qui on veut épargner le danger, quoi que ça veut dire en fait. L'homme qui rase un village pour que ses enfants dorment tranquillement n'est à ses propres yeux pas un monstre, mais un bon père. Et je me demande si ce n'est pas ce même petit mécanisme qui à grande échelle dessine le cercle. La tendresse désigne un nous qui a tout à perdre, la peur monte la garde à ses bords et il ne manque plus qu'une ombre au loin pour que des gens ordinaires persuadés de protéger frappent les premiers. Une frontière, un nous, une menace qu'on brandit. L'histoire n'a jamais peiné à réunir les trois. Et à chaque fois, des deux côtés du mur, les mêmes cœurs, également tendres, également certains d'être du bon côté. Des travaux récents suggèrent que ce n'est pas une question de quantité d'empathie, mais d'équilibre. Beaucoup pour les siens, moins pour les autres. Tout ça remonte au même petit ressort que celui qui me fait m'attacher à Pépère. Le même petit bout de circuiterie. La même vieille chimie héritée, de la caresse au carnage, une seule mécanique, la même dans mon crâne que dans le vôtre, montée en série sur les milliards d'humains qui peuplent cette planète. Il y a quelque chose d'étrange à se dire qu'aimer, c'est peut-être juste une fonction, un dispositif qui reçoit une entrée, bip boop, une proximité, et rend une sortie, bip boop, une envie de protéger, qui s'active selon des critères que je n'ai pas fixés et qui s'arrête à des seuils que je n'ai pas réglés et qui n'a en fait pas vraiment besoin de moi, comme avec Pépère qui coche mes entrées. Le dispositif produit la sortie, je me suis attaché. Et ce qui m'embête, c'est que si c'est vrai pour lui, c'est vrai pour tout le reste. Pour les gens, pour ceux que j'aime qui ne font eux aussi que cocher les bonnes cases. Est-ce que je tiens à eux parce qu'il se passe vraiment quelque chose de spécial entre nous, ou est-ce qu'ils ne font qu'appuyer sur des boutons que je n'ai pas choisis, et est-ce qu'au fond ce ne serait pas juste la même chose? Quel étrange petit dispositif qui me serre le cœur pour un chien virtuel et qui reste muet devant des malheurs sans nom et sans nombre, des souffrances si vastes qu'aucune poitrine ne pourrait les contenir. Je peux en connaître les chiffres, les lire, les répéter et sentir avec dégoût qu'ils ne pèsent pas plus lourd en moi que cette bestiole qui trottine à mes côtés. Mon cœur est taillé pour un visage à la fois. Passé ce visage, il y a un mur, et derrière le mur, que ce soit 1000 vies ou 1 million, il n'enregistre plus rien. Ok, donc on résume. Elle trie sans regarder qui souffre. Elle s'aveugle, passer un seul visage. Elle se laisse retourner pour armer une main. Elle se coupe quand on la surcharge. Mais bon sang, ce ne sont pas là des qualités d'âme, mais bien plutôt des spécifications techniques. On les écrirait sur la notice d'un thermostat, d'une alarme, d'un machin qui s'enclenche à un seuil et qui disjoncte à un autre. Comment est-il possible que cette petite boule de chaleur qui rend la vie si belle et si touchante et si poétique et si brûlante et qui donne un peu de sens à nos vies parfois misérables, ne soit elle aussi qu'un simple bidule constitué de rouages? Et on n'a pas envie de l'accepter, on cherche ce qui dépasserait de cette machine, des miettes qui seraient plus, des petits suppléments d'âme qui feraient de nous autre chose que des appareils. Et on cherche la flamme sous la chaudière, le fantôme sous la machine. Mais on ne semble pouvoir trouver sous les rouages que d'autres rouages qui font passer ce que je prenais pour mon étincelle la plus intime pour un automatisme, comme ma sueur qui perle quand j'ai chaud ou ma pupille qui se rétracte dans la lumière, un automatisme que je n'ai pas plus choisi que la forme de mes mains, une petite machine montée bien avant ma naissance, qui tourne, toute seule, dans le noir, et qui, en tournant, se raconte des histoires.
Bon, le Nether est un peu trop chaotique, c'est déjà un miracle que Pépère y ait survécu 1 heure. Je pense qu'il nous faut quelque chose de plus calme pour sa mise à mort. Revenons dans notre monde originel. Bon, essayons de trouver un endroit plus ou moins approprié. Et pendant ce temps, je vous donne mon avis sur cette histoire d'empathie. Ce truc de c'est beau, mais quand on y regarde de plus près avec les méthodes scientifiques, on se rend compte que c'est froid et mécanique, c'est pas nouveau. Et il est vraiment facile de se laisser écraser par le concept et d'avoir la sensation que la connaissance abîme la beauté. Prenez la Lune. Pendant presque toute l'histoire humaine, cet objet a été un dieu, un présage, une horloge, un calendrier, quelque chose de grand et mystique. D'innombrables cultures ont réglé leurs fêtes et leurs récoltes sur ces phases et ont lu la volonté du ciel ou le visage d'une divinité. On la priait, on la craignait, on la chantait. Elle était pleine de sens. Et puis la science est arrivée, et d'une certaine manière, elle a éteint tout ça. Elle a dit, au fait, votre lune n'est pas un dieu, hein. Elle est probablement née d'une collision, un autre monde percutant la jeune Terre il y a des milliards d'années. Elle nous montre toujours la même face, non pas pour ce que vous aviez l'air de prendre pour de la fidélité, mais parce que sa rotation s'est synchronisée sur son orbite. Elle tire sur nos mers par simple gravité, et elle s'éloigne de près de 4 cm par an, mesurée au laser sur des miroirs qu'on est allé poser là-haut. C'est une boule de roche morte, sans air, criblée de cratères qui ne brille même pas d'elle-même. Elle ne fait que renvoyer la lumière du soleil. Voilà. Votre déesse n'est rien d'autre qu'un gros caillou palo. Mais sans même parler du fait que la science n'a pas tué le mystère, qu'elle l'a juste repoussé d'un cran vers quelque chose de plus profond et mystérieux encore parce que nous comprenons chaque jour un peu plus que nous ne comprenons rien à l'univers. Sans même parler de tout ça, toutes ces connaissances n'ont à mes yeux pas du tout tué la beauté. Moi je la regarde encore ce soir la lune. Le disque d'argent est toujours là, exactement aussi doux qu'avant que je sache ce qu'il était. Quand je lève les yeux, mon cœur s'apaise de la même manière que quand j'étais enfant, je la trouve toujours douce et poétique et rassurante. Et ce n'est pas juste que la connaissance ne la rend pas moins belle, mais bien plutôt qu'elle augmente sa beauté. Les deux se lient et se nourrissent l'une l'autre. Maintenant que je peux savoir, en plus de ressentir, je vois les débris d'un autre monde, plus petit que le nôtre, mort d'avoir percuté la jeune Terre, débris rassemblés là-haut, refroidis et devenus la plus tendre des veilleuses. Je vois une face qui nous regarde sans jamais se détourner depuis avant le premier humain, et qui regardera encore quand le dernier aura fermé les yeux. Je vois une main invisible qui soulève tous les océans du monde, 2 fois par jour, sans effort depuis des milliards d'années, et qui nous offre le spectacle simple et extraordinaire de ces immenses quantités d'eau qui ne cessent jamais d'être en mouvement et qui reflètent le visage de l'objet qui l'émeut. Et je vois que cette figure presque maternelle s'en va, à un cheveu plus loin chaque nuit. Nos très lointains descendants la verront plus petite que nous, et un jour, il n'y aura plus d'éclipse totale du tout, parce qu'elle sera trop loin pour cacher le soleil. Et peut-être que plus personne ne sera là pour le voir. De tous les humains qui auront existé, nous sommes parmi les rares à la voir comme nous la voyons. L'humain qui, il y a 1000 ans, priait la déesse avait sa beauté. Moi, j'ai sa beauté, et par-dessus tout ce que la connaissance y dépose. La sienne était pleine, et c'est beau, la mienne déborde. Et c'est magnifique. En fait, d'une certaine manière, savoir de quoi une chose est faite, c'est gagner le droit d'en être ébloui pour de vraies raisons. On peut connaître chaque rouage d'un lever de lune et en avoir quand même la gorge nouée. C'est la même chose pour notre empathie. Quand on la dissèque et qu'on en révèle les engrenages, elle est laide. Elle trille, elle plafonne, elle s'arme, elle s'aveugle passer un seul visage. Un mécanisme froid, taillé par la survie dans une chair qui ne m'a pas demandé mon avis. Tout ça est vrai. Mais voyez donc ce que devient ce mécanisme une fois déposé dans un animal qui se souvient, et qui parle, et qui rêve, et qui invente des mélodies. Elle enfle, elle passe ses digues, elle inonde tout, ce même élan qui me jette vers Pépère quand il jappe, et celui qui, étiré jusqu'à l'absurde, fait qu'on écrit des poèmes à des morts, qu'on a mal au ventre devant la photo d'un enfant qu'on ne connaîtra jamais, qu'on dépoussière par respect une pierre tombale inconnue, qu'on relâche l'araignée dehors au lieu de l'écraser, qu'on a le cœur serré en jetant un jouet cassé, qu'on murmure pardon à un arbre qu'on abat, qu'on parle aux étoiles comme si l'une d'elles écoutait, qu'on pleure les mots d'une lettre écrite il y a 100 ans par un inconnu, qu'on aime, jusqu'au bout et malgré sa nature, un chien fait de pixels dont on sait qu'il n'est personne. Quelle fantastique beauté révolutionnaire brute, quelle bravoure brûlante et magnifique que d'oser se regarder dans un miroir et de comprendre et d'accepter ce que nous sommes. Oui, une machine, mais aussi une machine à aimer les siens, aimer bien, aimer mal, aimer trop, aimer de travers, mais aimer pour de vrai ce qu'elle n'aurait jamais dû aimer. C'est fragile, et c'est bancal, et c'est absurde, et ça déborde chaotiquement, et je crois du fond du cœur que c'est la plus belle chose que la matière ait jamais réussi à faire.
Je suis monté jusqu'ici parce que je voulais une belle vue finale. C'est un peu décevant, non? Non, mais c'est pas mal, c'est un bon set. Mais bon. Non, mais c'est OK. Non, c'est joli même. D'accord. D'accord. Ah oui, OK. Bon, après tout ça, qu'est-ce qu'on fait de Pépère? Est-ce qu'au final, la compréhension de votre attachement à Pépère a changé quoi que ce soit au fait que vous vouliez le voir vivre ou mourir? Je vous laisse voter. Je vous ai peut-être un peu beaucoup influencé, mais votez sincèrement. Est-ce que vous pensez que votre attachement à cette créature a le moindre sens? Vous trouverez le lien dans la description. Faites au mieux.